Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, ouverture prochaine de la nouvelle gare routière d'Arhiba. Harbi. Et enfin dans l'actualité internationale, en Espagne, l'Espagne décrète d'état de catastrophe naturelle, le Portugal lutte contre les flammes. Eh bien, je vous le dis dans le titre, la gare routière de la place Harbi ouvrira bientôt ses portes. La finition de cette gare s'accélère et pourrait être prête en ce début d'année scolaire. C'était l'objectif même de la visite effectuée sur le terrain par le maire de la ville en compagnie du ministre de l'Intérieur et de l'Environnement. Le maire, toujours accompagné des deux ministres, se sont entretenus à cette occasion avec le responsable de l'entreprise chargée de la construction pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. En effet, cette gare routière où transitent chaque jour des milliers de personnes par jour a été réaménagée afin de mieux canaliser les flux de transport, notamment les départs et les arrivées. Pour cela, toute la place a été couverte avec des bancs ont été prévus pour accueillir ces flux. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation de la ville de Djibouti, une vision chère au président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, vision à laquelle adhère pleinement le nouveau maire de la ville de Djibouti. Autre actualité nationale, l'IGAD, en collaboration avec la coopération allemande, via le GIZ et le gouvernement djiboutien et le ministère de l'Éducation, ont organisé une réunion de consultation de 2 jours sur le plan de réponse pour la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti sur l'éducation pour les réfugiés et les rapatriés et les communautés hautes. La rencontre s'est déroulée au centre Sunni Center, dans le décor idyllique de la ville touristique d'Arta. L'IGAD a été chargé de soutenir l'élaboration et la mise en œuvre des plans d'intervention nationaux chiffrés pluriannuels en matière d'éducation pour assurer une éducation inclusive pour les réfugiés, les déplacés internes et les rapatriés ainsi que les communautés hautes. En conséquence, l'IGAD a travaillé avec les États membres et les partenaires pour élaborer des plans. Certains d'entre eux ont déjà adopté leurs plans et ont déjà commencé la mise en œuvre. D'autres, comme Djibouti, la Somalie et le Kenya, travaillent encore à l'élaboration de leurs plans. La consultation nationale génère des informations et alimente d'importants échanges sur l'état d'avancement et des préparations de plans nationaux chiffrés qui étaient l'un des engagements des États membres et des partenaires de l'IGAD. Ce fut aussitôt l'occasion d'identifier les lacunes et les recommandations pour les combler. Il fut convenu de prochaines étapes en termes de mise en œuvre efficace du plan chiffré djiboutien afin d'accélérer l'accès inclusif d'une éducation de qualité pour les réfugiés, les rapatriés et les communautés d'accueil dans le pays. Eh bien, comme je vous le disais, l'IGAD a aidé les États membres à élaborer et à mettre en œuvre des plans chiffrés pour les plans nationaux de réponse à l'éducation en vue de la mise en œuvre de la déclaration de Djibouti. La déclaration de Djibouti amplifie la nécessité d'accélérer l'inclusion des réfugiés dans le système éducatif national et de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte en ce qui concerne l'accès à l'éducation. Gouvernemental pour le développement, comme vous le savez, qui regroupe tous les pays de la région de l'Est, à commencer par Djibouti, et les acteurs de l'éducation dans un premier temps, et puis les acteurs régionaux, comme moi, président du conseil régional, et officier de l'état civil dans la région d'Arta. Nous sommes ici aujourd'hui pour le lancement de l'atelier de consultation nationale sur le partenariat qui a été déjà fait dans le cadre de l'éducation des réfugiés et des expatriés, dans laquelle il y a un plan sectoriel qui a été déjà établi. Ceci dit que nous souhaitons plein succès à cette consultation pour l'intérêt de tous. Cette consultation va effectivement concerner les améliorations, les formations des enseignants à planifier, ainsi que les recommandations qui ont été constatées durant cette première phase des plans qui a été fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Eh bien, écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe lors de la réunion de consultation qui s'est tenue à Arta. Ce matin porte sur les consultations nationales pour
validé le plan d'action planifié de Djibouti. Ce plan est financé et élaboré en appui avec le PNUD. D'ailleurs, nous remercions les autorités du PNUD pour leur accompagnement et leur appui pour la mise en œuvre, pour l'élaboration de ce plan d'action budgétisé. L'atelier d'aujourd'hui consiste à valider ce plan, ensuite recueillir les réactions en vue d'améliorer ce plan, ensuite de réfléchir ensemble sur les possibilités de mise en œuvre de ce plan qui met en œuvre la déclaration de Djibouti qui date de 2017. Après la capitale et les régions de l'intérieur, direction le sud, où le secrétariat d'État chargé des sports a mis en place des nouvelles stratégies pour évoluer le sport en l'organisant même dans les localités reculées et les zones les plus reculées du pays, les Jeux d'été. C'est dans cette optique que la localité de Ali Adé a abrité la finale de la deuxième édition des Jeux d'été grâce à l'association Hara en collaboration avec la sous-préfecture de Ali Adé, la sous-direction régionale du sport, mais aussi avec l'appui indéfectible du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Ces activités sportives sont réalisées au grand plaisir des jeunes de Ali Adiens multiples communautaires. C'est la houlette du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, que l'association sportive Hara avait donné le coup d'envoi de cette manifestation qui ont duré à peu près 3 semaines. Ces événements sportifs ont été clôturés hier et ont vu la participation du secrétaire d'État chargé des sports, accompagné des membres de son staff, des autorités régionales, du sous-préfet, du chef de village de Ali Adé, du sous-directeur des sports, le président par intérim de l'association Hara, des locales de la localité et sous-localité, des cadres civils et militaires, mais surtout des populations diverses de cette localité, locales qui vivent ensemble depuis plus de 30 ans avec une totale intégration et une cohabitation réussie. La caravane de promotion et de sauvegarde de jeux de société traditionnels poursuit dans les régions du Nord, à Nassab, est engagée dans cette politique de sauvegarde et de transmission de l'élément de notre patrimoine culturel à notre jeunesse pour qu'on soit imprégné. Le ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Ibou, a dépêché une équipe technique chargée de cette opération dans la région de Tadjoura, dans les richesses culturelles. C'est ainsi qu'hier, une équipe conduite par le conseil technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture, M. Idriss Moussa Ahmed, et comprenant des férus de la culture, a commencé à lancer dans les villes blanches. C'est ainsi qu'ont débuté la réunion de lancement tenue dans le CDC de Tadjoura et présidée par le préfet de Tadjoura, M. Hassan Dabali, en présence des personnalités locales telles que le préfet de la région, M. Hassan Dabali, le local général, M. Hassan Chihim, le commandant de la police nationale à Tadjoura, M. Elmi, et l'ancien président du conseil régional. En effet, si en sauvegardant, si en transmettant ces jeux de société traditionnels, notamment par le biais de tournois infrarégionels et intrarégionels, que nous allons pouvoir sauvegarder le patrimoine. La sauvegarde se situe par la mise en place des répertoires des jeux de société traditionnels en voie de disparition ou en péril, et par des collectes de données auprès de nos aînés. Et ce travail sont confiés à des férus de culture du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en précisant ces activités de sauvegarde et de transmission des jeux de société traditionnels à la nouvelle génération, se feront par l'élaboration des livres, des kits disponibles au niveau des CDC, des localités et dans les établissements scolaires, a-t-il précisé, tout en insistant que les jeux des sociétés traditionnelles feront l'objet de numérisation pour le rendre facilement accessible. Ainsi que dans l'après-midi, l'équipe a profité de ses déplacements pour se rendre à la belle ville de Randa dans le cadre de sensibilisation pour la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Eh bien, le conseil technique du ministre de la Jeunesse et de la Culture a remercié les autorités de la population de Tadjoura et a transmis les salutations de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Il a souligné combien la sauvegarde par la transmission du patrimoine culturel constitue une priorité nationale et pour le présent, car la société de la culture, capitale culturelle, qui retienne toute notre attention, a-t-il déclaré. Dans un cadre global de sauvegarde du patrimoine culturel,
de manière générale, le patrimoine culturel, il est vaste, mais actuellement, précisément, je disais que notre action est axée et axée sur le jeu de société traditionnel. Il y a la Bouddha, il y a le Shah, le Boub, qui vont compétir et par région d'abord, au niveau de localité. Pour Tadjoura, il y a le chef-lieu de Tadjoura, mais également il y a Adelou, Dora et Ronda. Donc ces 4 régions, où le chef-lieu et ces 3 autres localités vont compétir pour sélectionner les meilleurs finalistes dans les différentes disciplines, lesquels qui par la suite vont concourir avec les autres régions. Mais également, nous avons une partie plus importante, c'est la partie de sauvegarde des jeux de sociétés traditionnelles qui sont en train de disparaître. Ceux qui disparaissent doivent être sauvegardés parce qu'on dit ça, c'est un patrimoine culturel en péril et on doit faire le nécessaire pour le sauvegarder. Pour cette mission, nous avons chargé M. Ahmed Farada, qui est un homme de culture que vous connaissez très bien, qui va essayer de collecter, d'identifier les jeux de société traditionnels à phare qui sont en train de disparaître. Que parmi nous, il y a quelques-uns seulement, quelques aînés, qui se le rappellent parce que ce n'est plus pratiqué ces derniers temps. Il fait très chaud. Notre productivité en souffre. Nous avons du mal à circuler en ville. Et pourtant, nous aimerions inverser la situation. Les Japonais, champions des nouvelles technologies, ont trouvé la solution depuis plusieurs années, maintenant grâce à une étonnante invention, une veste climatisée. Voici un magazine de la rédaction. Il fait très chaud. Notre productivité en souffre. Nous avons du mal à circuler en ville et pourtant, nous aimerions inverser la situation. Les Japonais, champions des nouvelles technologies, ont trouvé la solution depuis plusieurs années maintenant, grâce à une étonnante invention, une veste climatisée. Depuis quelques jours, la veste climatisée a fait son apparition à Djibouti et nous avons eu envie de la tester. Un produit grand public, mais surtout destiné aux travailleurs soumis à l'effort et exposés directement au soleil. Hassan Ali est ouvrier dans le bâtiment. Il n'a jamais entendu parler de cette technologie et lorsque nous lui avons prêté la veste, il n'en revenait pas. Nous l'avons laissé alors travailler toute la journée avec ce nouvel outil, sous le regard intrigué de ses collègues. Une veste qui rafraîchit grâce à 2 ventilateurs, qui brassent jusqu'à 2 litres d'air par seconde entre le corps et le tissu. Ces derniers sont alimentés par une batterie qui a 8 heures d'autonomie à plein régime et le tout démontable. Mais ce qui intéresse Hassan, c'est l'incroyable changement qu'il vient de constater. C'est très positif. La différence est énorme. Je n'en avais jamais vu. Ce serait bien si on pouvait la porter tous, en particulier pendant les mois des Ramadans. Il nous faut cette veste. Pas de transpiration, pas de fatigue. On va travailler plus. Sous un soleil battant, même en ce mois d'octobre, circuler en ville reste difficile. La canicule semble s'éterniser. C'est pourquoi la veste climatisée est le moyen moins énergivore pour se rafraîchir. Abdulkadir vient lui aussi de découvrir ce vêtement qui continue à faire un carton au Japon et dans beaucoup de pays qui l'ont adopté. Une tenue fortement adaptée à notre climat et utilisable en toutes circonstances. J'ai emprunté la route de la siesta avec cette veste. Je sens que c'est très utile. Je parle du gilet que je porte maintenant. Je suis sous le soleil et pourtant, je sens la fraîcheur d'un climatiseur. J'ai marché de la siesta jusqu'à l'hôpital Pelletier et je ne transpire même pas. Pour moi, la saison fraîche a déjà commencé. La différence est tellement importante qu'on ne pensera plus à la chaleur à Djibouti. Comme pour Abdelkader et Hassan, employés du bâtiment, ouvriers d'autres secteurs d'activité ou hommes en uniforme, nombreux sont les travailleurs qui peuvent tirer profit de la veste climatisée.
Partir en vacances, pour beaucoup, signifie partir à l'étranger, alors que pour d'autres, on ne peut prendre des vacances et rester dans le pays. C'est ceux qui font le choix, par exemple, du centre des vacances de Daï, un lieu idéal, en altitude, un regard sur ce centre de Daï dans ce reportage. Sur les deux régions de Tadjoura et d'Obok et que la population connaît souvent sous la désignation de Afara Mabla en langue locale ou 4 Mabla en français. La forêt est présente principalement dans les localités d'Alomaï, Sismo, Ehel, Selo et Redima. Cet écosystème demeure aujourd'hui fragilisé à cause notamment des aléas climatiques qui se manifestent par la rareté des pluies, la dégradation des sols et des activités humaines. Il renferme un patrimoine écologique très important avec une diversité biologique comprenant des espèces de faune et de flore exceptionnelles. Ainsi, les bois sont ramassés pour faire des enclos, des paillotes, ce qui expose à l'attaque des prédateurs un certain nombre d'oiseaux comme le francolin, une espèce d'oiseau endémique à notre pays. Le massif de Mabla abrite de nombreuses espèces animales comme les cynocéphales en grand nombre, autruches, léopards et panthères entre autres. L'air est frais et vivifiant et les espèces végétales sont les mêmes qu'au Daï, grâce à la présence d'une chute d'eau et de plusieurs sources qui coulent à leurs pieds. Les fervents randonneurs trouveront leur bonheur dans les Mablas qui offrent toutes les possibilités d'excursion pour le débutant, aussi bien que pour le randonneur confirmé. Et dans l'actualité internationale, l'Espagne décrète l'état de catastrophe naturelle. Le Portugal, à lui, lutte contre les flammes. En Espagne, les territoires touchés, sujets par les grands incendies, plus de 500 hectares brûlés, seront déclarés en état de catastrophe naturelle. Les territoires touchés cet été par les grands incendies, plus de 500 hectares brûlés seront déclarés en état de catastrophe naturelle. Un statut qui doit débloquer des aides pour les habitants sinistrés, c'est ce qu'a annoncé le Premier ministre, le chef du gouvernement, lors d'une visite à Benjis, dans la région de Valence, a ainsi déclaré l'état de catastrophe naturelle dans les territoires dévastés par les grands incendies depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, l'Espagne a connu presque 400 feux de forêt qui ont emporté 287 000 hectares
d'après le système européen d'information sur les feux de forêt, soit plus de 3 fois plus qu'en 2021. Entre 2006 et 2021, en moyenne, 67 000 hectares partaient en fumée chaque année, soit 4 fois moins selon les FIS. Le Portugal, frappé par une 3e vague de chaleur depuis début juillet, luttait contre plusieurs incendies alors que le pays a été placé en état d'alerte jusqu'à mardi en raison du risque de feu de forêt. Près de 2000 pompiers étaient mobilisés lundi pour venir à bout des flammes à travers le territoire, selon les données de la protection civile. Le péninsule ibérique souffre cette année d'une sécheresse exceptionnelle, a connu le mois de juillet le plus chaud depuis près d'un siècle. Depuis janvier, au Portugal, plus de 94 000 hectares sont partis en fumée dans le pays, soit la superficie la plus étendue depuis les incendies meurtriers de 2017, qui avaient fait une centaine de victimes, selon le dernier bilan de l'Institut pour la conservation de la nature et des forêts. Et enfin, en Kiev, en dépit de la guerre et des risques encourus, l'Ukraine a relancé son championnat de football de première division. L'Ukraine relance son championnat de football de première division. Ce dernier a été interrompu cet hiver après le début de l'invasion russe. Le coup d'envoi de la saison est donné ce mardi avec en match d'ouverture le Métalliste 1925 de Kharkiv face au Shakhtar Donetsk. La vie en Ukraine continue et le football est l'une de ces activités qui donnent des émotions à tout le pays et à ceux qui se battent pour nous tous. Le football est donc essentiel pour nous en tant qu'équipe, non seulement pour le FC Shakhtar, mais aussi pour toute la première division ukrainienne, afin de nous aider à continuer à vivre en montrant au monde que le football continue. C'est ce qu'a déclaré Igor Jovic, entraîneur du FC Shakhtar Donetsk. Par mesure de sécurité, les rencontres se dérouleront à huis clos, sans spectateurs, dans la région de la capitale ou de l'ouest du pays. À chaque sirène signalant un raid, le match sera interrompu. Joueurs et officiels devront se réfugier dans des abris souterrains. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Télé Djibouti.